Préface à la logique et aux catégories d'Aristote par Jules Barthélemy, Saint-Hilaire, suite. Descartes n'a pas montré lui-même comment cette méthode nouvelle pouvait être appliquée à la logique proprement dite et comment les lois de la démonstration, dont ces longues chaînes de raisons toutes simples et faciles des géomètres étaient un si bel exemple, se rattachaient à son premier principe. Il est même allé jusqu'à prétendre qu'au lieu de ce grand nombre de préceptes dont la logique est composée, on aurait assez des 4 règles fameuses qui sont le résumé et le fond de sa méthode. Mais cependant, le peu qu'il a dit sur ce sujet spécial, avec ce qu'en ont dit tout au long ses fidèles interprètes de Port-Royal, fait voir suffisamment quelle était sa pensée. Il a d'abord admirablement distingué dans l'esprit les 2 opérations fondamentales, l'une l'intuition qui nous donne la connaissance immédiate des principes, l'autre la déduction qui d'un principe connu avec évidence descend aux conséquences qui s'en déduisent nécessairement. L'intuition et la déduction, dit-il, sont les 2 voies les plus sûres pour arriver à la science. Il a dit en outre qu'elles sont les seules, et de fait, il n'en a jamais reconnu d'autres. Il a même affirmé quelque part qu'il n'y a de science qu'avec l'intuition et la déduction. Ce sont les 2 premiers moyens de l'esprit. C'est la méthode, ajoute-t-il, qui montre comment il faut se servir de l'intuition et de la déduction. Et la logique, pouvons-nous ajouter après lui, ne fait que nous apprendre ce que c'est que l'intuition et la déduction. Elle ne nous apprend pas à les mettre en œuvre et à les bien employer. Notre esprit les sait faire d'avance, et voilà pourquoi la science n'a pas besoin de les lui enseigner. L'intuition que Descartes identifie avec l'expérience est, selon lui, la conception évidente d'un esprit sain et attentif. Mais l'expérience est souvent trompeuse, comme il le remarque lui-même. C'est ce qui fait qu'il a essayé de lui tracer des lois, de lui donner une méthode, et que dans ses règles pour la direction de l'esprit, la première de toutes est celle-ci, citation, « Le but des études doit être de diriger l'esprit de manière qu'il porte des jugements solides et vrais sur tout ce qui se présente à lui. » Fin de citation. C'est donc à l'application régulière de l'intuition qu'il consacre tous ses efforts. Quant à la déduction, il s'en inquiète peu, parce qu'il sait que, contrairement à l'expérience, à l'intuition, cette opération peut ne pas se faire quand on ne l'aperçoit pas, mais qu'elle n'est jamais mal faite, même par l'esprit le moins accoutumé à raisonner. Cette opération, ajoute-t-il encore, n'emprunte pas un grand secours des liens dans lesquels la dialectique embrasse la raison humaine, en pensant la conduire, encore bien que je sois loin de nier que ces formes ne puissent servir à d'autres usages. Cette observation si profonde et si vraie de Descartes doit nous apprendre pourquoi Aristote s'est borné à la théorie de la déduction et n'a point poussé jusqu'à celle de l'intuition, de l'expérience, de l'induction baconienne. De ces 2 opérations de l'intelligence, aussi nécessaires l'une que l'autre, aussi évidentes, et qu'Aristote a parfaitement distingué toutes 2, l'une se présente toujours dans un caractère de certitude, d'infaillibilité, dont les mathématiques donnaient dès les plus anciens temps ce magnifique tableau qui ravissait Descartes et Pascal. L'autre, au contraire, est perpétuellement changeante et variable. L'esprit humain raisonne aujourd'hui précisément comme il raisonnait il y a 2000 ans. Il ne raisonne ni mieux ni plus mal. L'histoire le prouve. La déduction n'a pas fait un seul progrès, et par sa nature, elle n'en peut pas faire. Mais l'on peut dire que l'intuition, au contraire, en a fait d'immenses. Le procédé est bien aussi toujours resté le même, mais c'est par ce procédé qu'on acquiert des principes nouveaux. C'est par l'intuition, par l'expérience, que l'intelligence se développe et s'étend. C'est par elle seule que le genre humain avance. De ces 2 opérations de l'esprit, l'une immuable, certaine dans ses résultats, l'autre toujours flottante et indécise, laquelle devait tout d'abord et avant l'autre tomber sous l'observation de la science, celle qui se trouve naturellement le plus en harmonie avec la science elle-même. L'intuition, en quelque sorte, devient perpétuellement, la déduction est au contraire, et comme la science s'occupe surtout de ce qui est, c'était de la déduction que d'abord elle devait faire la théorie.
Voilà ce qui justifie Aristote contre les reproches qui lui ont été si souvent adressés. Aristote est bien grand, mais enfin il est homme. Et c'est lui demander une chose plus qu'humaine que de vouloir qu'il ait fait d'un seul coup à lui seul les deux grandes parties de la science. C'est bien assez pour sa gloire d'en avoir achevé l'une comme il l'a fait et d'avoir entrevu l'autre comme il n'a pas manqué de le faire. Descartes lui-même n'a pas porté la théorie de l'intuition, de l'induction si l'on veut, pour prendre un mot qui dans ce sens n'est pas à son usage aussi loin à beaucoup près qu'Aristote l'a fait pour l'opération contraire. Cela tient à la fois à la difficulté même de la théorie nouvelle que l'esprit humain n'est pas près d'avoir terminé, et à cette loi nécessaire qui veut que toute chose à son début soit petite, quelque grande qu'elle puisse plus tard devenir. L'œuvre de Descartes n'en est pas moins considérable. Elle est venue s'ajouter à celle d'Aristote sans la détruire. Elle la complète, elle ne la remplace pas. Descartes n'a pas voulu accroître précisément la science de l'esprit, la théorie proprement dite. Sa vie tout entière, son caractère personnel, son siècle à la veille d'une immense rénovation sociale le poussaient à la pratique. Sa méthode y servait admirablement, mais elle était si puissante qu'elle ne devait pas moins servir à la philosophie, dans le sein de laquelle elle n'a pas encore, sachons-le bien, produit tous les fruits qu'elle renferme. Du dédain de Descartes pour la logique ordinaire sont sorties des erreurs assez fâcheuses, dont même des esprits aussi justes que ceux de Port-Royal n'ont pas su se préserver. L'ouvrage des solitaires ou d'Arnaud, L'art de penser, est digne certainement de tenir une place dans l'histoire de la logique par sa parfaite clarté, au moins autant que par l'application alors toute nouvelle des principes cartésiens. Mais voyez quelle mince estime les auteurs tout judicieux qu'ils peuvent être font de la science. Citation. La naissance de ce petit ouvrage, disent-ils, est due entièrement au hasard et plutôt à une espèce de divertissement qu'à un dessein sérieux. Fin de citation. C'est la suite d'une sorte de gageure. Ils se sont fait fort d'apprendre la logique, ou du moins tout ce qu'il y a d'utile dans la logique, en 4 ou 5 jours au duc de Chevreuse. Ils se mettent au travail dans ce louable dessein, et ils croient pouvoir écrire en un seul jour l'abrégé qu'ils comptent mettre entre les mains de ce jeune seigneur. Mais la besogne est plus longue qu'ils ne l'avaient imaginé d'abord, et c'est 4 ou 5 jours qu'il leur faut pour former le corps de cette logique que des soins postérieurs accrurent à peu près d'un tiers. Le pari fut gagné. Le duc de Chevreuse en 4 jours a pris cette logique, mais ses excellents amis avouent qu'on ne doit pas espérer que d'autres que lui y entrent avec la même facilité, son esprit étant tout à fait extraordinaire. On peut le présumer sans aucun doute, non seulement une autre personne que le duc de Chevreuse n'apprendra pas la logique en 4 jours, mais l'on peut affirmer sans hésitation que le duc de Chevreuse lui-même ne la savait pas en aussi peu de temps. Selon toute probabilité, le Seigneur si bien instruit se trouva bientôt dans le cas de ces jeunes gens dont parlent ces maîtres qui, en moins de 6 mois, oublient leur cours de logique. Non, la science n'est pas aussi simple que messieurs de Port-Royal se l'imaginent. On peut la comprendre en quelques jours, mais en quelques jours on ne la possède pas. Ce besoin de simplification, en général plus apparente que solide, sent déjà le XVIIIe siècle. Et il est tout au moins fort bizarre que ce soit les auteurs, les austères penseurs de Port-Royal, qui aient les premiers donné l'exemple d'une telle légèreté.